Je m'appelle Michael Poole. J'étais professeur de Jiu-Jitsu à Gunnison. Jake a été mon élève pendant 3 ans. Et pendant tout ce temps, il n'a jamais manqué un cours sans m'appeler pour me prévenir. Je n'ai jamais eu d'élève aussi consciencieux. Et un jour, il a disparu. J'ai entendu parler de Jake Millison pour la première fois en mai 2015. Il vivait au ranch 711 à Gunnison. Il avait presque 30 ans. Ses amis nous ont dit qu'ils n'avaient plus de nouvelles de lui depuis une quinzaine de jours. Quand ils l'appelaient, il tombait sur sa messagerie. Ce n'était pas normal. Jake a été vu pour la dernière fois le 15 mai 2015. Il avait terminé son travail au ranch et il avait roulé 20 minutes pour aller en ville. Il avait retrouvé des amis pour aller au cinéma, puis au bar Alamo. Il avait prévu de les revoir le lendemain, mais il n'est jamais venu. Jake s'était inscrit dans une école de jiu-jitsu brésilien à Gunnison. Et il suivait fidèlement ses cours, toutes les semaines. Les gens se sont rendus compte qu'il n'allait plus au jiu-jitsu. Ses amis ont dit qu'il était allé au ranch. Ils ont vu le pick-up de Jake et son chien. Et ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Au début de l'enquête, on a contacté la mère de Jake Millison, Deborah Rudibo. Elle a dit qu'il était parti subitement pour aller s'entraîner dans une école d'arts martiaux près de Reno, dans le Nevada. On a appelé le père de Jake, Ray Millison, au Nouveau-Mexique. Il a dit « Oui, ça lui ressemble. Jake est déjà parti sur un coup de tête. » Apparemment, c'était déjà arrivé. On n'avait aucune raison de croire que ce n'était pas vrai. Deborah a rencontré un homme à Boardman, dans l'Ohio, Ray, qui est devenu son premier mari. Ils ont eu 2 enfants, d'abord Stephanie, puis Jake. L'oncle de Ray, Rudy, avait un ranch à Gunnison, dans le Colorado. Il avait besoin d'aide à l'époque. Alors Deborah y allait régulièrement le week-end, et au bout d'un certain temps, Deborah et Ray ont divorcé. Elle est partie vivre avec les enfants au ranch. Quand Jake a eu 6 ans, Deborah et Rudy se sont mariés. La première fois que je suis allée au ranch 711, j'ai rencontré le couple Rudibo, Rudy et sa femme Deborah. Puis Rudy est décédé, laissant Deborah seule, avec son fils Jake. Puis sa fille Stephanie et son mari David sont arrivés. Jake ne cachait pas qu'il détestait le ranch. Il n'aimait pas s'occuper des animaux, il n'aimait pas la routine et tout le travail physique. J'ai discuté plusieurs fois avec Jake et il m'a dit qu'il voulait partir. Quand j'ai appris qu'il n'était plus là, j'espérais qu'il avait enfin coupé le cordon, qu'il était parti. J'ai su que la police a été très vite alertée, mais elle a considéré, à un moment donné, qu'il s'agissait d'une affaire de personnes disparues qu'on allait vite retrouver. Au bout de quelques mois, les gens ont commencé à se faire à l'idée que Jake était parti. J'étais un ami d'enfance de Jake, de notre adolescence jusqu'à nos 20 ans. On s'entraînait à tirer pour s'amuser, sur des boîtes de conserve, des bouteilles, des choses comme ça.
Il avait un sens de l'humour un peu noir, mais il était très drôle quand on apprenait à le connaître. Je pense que Jake n'aimait pas trop la vie au ranch. Il n'aimait pas se lever à 4h30 du matin, quand il faisait moins 30, pour apporter des bottes de foin au bétail. Le ranch 711 était très vétuste. Les bâtiments étaient totalement délabrés. Le matériel agricole datait de la fin des années 50, début des années 60. Il restait là où il était tombé en panne. C'était un gros ranch et beaucoup de travail pour une petite femme de 60 ans et ses enfants. Je me suis dit que Jake en avait eu assez et qu'il était parti vivre sa vie. En avril 2016, mon ami David, qui était marié avec Stéphanie, m'a invité au ranch 711. Les deux espéraient qu'on allait remettre le ranch sur pied. J'ai chargé toutes mes affaires dans mon pick-up et je suis venu. Ils avaient beaucoup de beaux rêves et de belles idées. Il y a eu une séance photo pour des vêtements vintage Levi's, style Far West du 19e siècle. Il y avait un mannequin habillé en Billy the Kid qui posait dans un cercueil. On a même pensé à organiser une émission de télé-réalité. Tout ça nous faisait rêver. Je n'ai jamais rencontré Jake parce que je suis arrivé après sa disparition. D'entrée, David m'a donné une arme et m'a dit « Garde-la au cas où Jake reviendrait ». Donc, je me suis dit que Jake n'était pas un type recommandable. Stéphanie ne parlait pas en bien de lui et David non plus. Un soir, on était en train de dîner et on parlait de lui en plaisantant. Et j'ai dit un truc un peu raide, du genre « Et si ta mère l'avait tué et l'avait enterré dans la cour ?» Tout de suite, j'ai compris que j'étais allé trop loin. Elle a arrêté de rire et elle est devenue froide. C'est la dernière fois que j'ai parlé de Jake ou que j'ai plaisanté à son sujet. On était en train de travailler. J'étais par ici et David et Stéphanie étaient là-bas. David était aux commandes de la chargeuse. Il l'a arrêté, alors je suis allé voir ce qu'il se passait. J'ai vu David et Stéphanie se tenir ici, en train de regarder quelque chose dans la fosse à purin. Je suis arrivé et j'ai dit « Vous voyez ce que je vois ?» On voyait une cage thoracique et environ 5 cm d'un tissu en jean. C'était plutôt évident. Stéphanie était en colère et elle a crié à Dave « Recouvre-le, recouvre-le !» C'est du gibier ou un ours que Jake a tué illégalement. Et Stéphanie m'a regardé et elle m'a dit « Tu sais que tu ne peux plus partir maintenant. » Quand je me suis approché, j'ai bien vu qu'il s'agissait de restes humains. Je me suis dit qu'il était fort probable que ce soit ceux de Jake. Je n'étais pas là quand Jake a disparu. Mais après qu'on a découvert son corps, ils m'ont dit que son corps avait été déplacé encore une fois. Beaucoup de gens m'ont dit « Pourquoi tu n'as pas appelé la police ?»
J'avais peur, j'avais du mal à y croire, j'étais choqué. Franchement, je ne voulais pas y penser. Je ne voulais pas le croire. Je ne voulais même pas savoir ce qui s'était passé. Je ne voulais pas être mêlé à ça. Il commençait à être évident qu'il y avait des choses qui clochaient avec la famille de Jake. Il y a eu plusieurs versions sur ce qu'il faisait. Puis les versions sont devenues un peu plus élaborées et farfelues. Comme quoi il aurait eu affaire à des dealers de drogue et qu'il serait en cavale. J'ai trouvé ça totalement loufoque. Surtout de la part d'un gars qui n'aimait même pas boire. Les amis de Jake ont créé une page Facebook appelée « Où est Jake Millison ?» Les gens pouvaient y poster des messages comme « C'est ce que Deborah nous a dit » ou « C'est ce que la police nous a dit ». Les amis de Jake étaient tenaces. Ils nous ont aidés à faire avancer l'enquête et à nous informer. Très rapidement, les amis de Jake ont commencé à suspecter sa famille. On a appris que sa sœur Stephanie Jackson avait posté sur les réseaux sociaux que de belles choses allaient arriver au ranch. Et ça seulement 3 ou 4 jours après la disparition de Jake. Elle a posté sur Facebook « Vous avez déjà eu d'aussi bonnes nouvelles de si bon matin ?» Les gens ont immédiatement dit que Stephanie et David étaient des ordures et qu'ils l'avaient sûrement assassiné. Ces rumeurs se sont répandues en ville avant que les journaux s'intéressent à l'affaire. Rudy Beau. Bonjour Déborah, tout va bien? Ça va, même si des amis de Jake ont décidé d'accuser ma fille et mon gendre de l'avoir tué. Stéphanie et Jake ne se sont jamais entendus quand ils étaient petits. Ils étaient comme chien et chat. Quand Jake cassait une poupée de Stéphanie, Stéphanie cassait un de ses jouets pour se venger. D'une certaine manière, ma sœur, Deborah, a initié ça. Je l'entendais dire « Tu as vu ce que Jake a fait à ta poupée ?» Et cela créait une animosité réciproque permanente. Ma première impression de Stéphanie a été « C'est une vraie fille de la campagne. Elle est forte, travailleuse et elle a de l'humour. » Elle était beaucoup plus extravertie que Jake. Elle voulait faire les choses à sa façon et elle ne mâchait pas ses mots. Jake et elle ne s'entendaient pas et ça a duré tout le temps que je les ai connus. Les relations entre Stéphanie et Jake étaient déplorables. Quand David est arrivé, ça a empiré. Tous les ans, il y a un rodéo et une fête foraine en ville. Stéphanie et David se sont rencontrés à la fête. Et David a emménagé avec Stéphanie au bout de 3 ou 4 jours. D'entrée, Jake était réticent, parce que c'était une relation toxique. David et Stéphanie ne formaient pas un bon couple. Stéphanie est partie avec David à Denver. Avant sa mort, Rudy, le mari de Deborah, a donné à Stéphanie de l'argent pour acheter une maison. Après la mort de Rudy, Deborah n'était pas satisfaite de Jake. Même s'il travaillait dur, ça n'allait pas. Ça ne suffisait pas. Il lui fallait de l'aide. Stéphanie a envisagé de revenir s'installer au ranch pour vivre une vie en plein air qui pourrait être bénéfique pour son couple. On m'a dit que quand elle est arrivée, Jake et elle
se sont immédiatement disputés. Jake n'a pas apprécié que Stephanie et David reviennent au ranch. Il était clair que Stephanie était plus proche et s'entendait mieux avec sa mère que Jake. C'est certain. Jake pensait que la vente du ranch était en bonne voie. Mais quand elle est revenue et qu'elle a lancé les randonnées à cheval, ça a tout compromis. Jake a dit qu'il n'était pas content qu'ils soient revenus. Je pense qu'il s'est dit qu'ils avaient profité de la donation d'argent pour acheter une maison qu'ils avaient finalement vendue. Même si Stephanie a reçu son héritage et qu'elle est partie pendant plusieurs années pendant que Jake s'occupait du ranch, elle pensait qu'elle pouvait récolter plus. Jake pensait que le ranch lui revenait, vu le travail qu'il fournissait. Mais il semble que David et Stephanie avaient d'autres projets pour l'avenir du ranch. Stephanie travaillait d'arrache-pied dans le ranch. Je pense qu'elle était contrariée parce qu'elle pensait que son frère ne tenait pas autant au ranch qu'elle. David et Jake ne s'entendaient pas du tout. Ils en sont venus aux mains à un moment donné. La police est intervenue. Ils se sont même menacés de leurs armes. Après la disparition de Jake Millison, on a appris que David Jackson avait un casier judiciaire et qu'il avait eu l'interdiction de l'approcher parce qu'il s'était battu. Des amis de Jake nous ont parlé de David. Une semaine avant sa disparition, je suis allé au ranch. Et il nous a dit, s'il m'arrive quelque chose, ce sera mon beau-frère David Jackson. Les choses sont devenues de plus en plus inquiétantes. Jake avait une Harley Davidson des années 70 qu'il adorait plus que tout et qu'il ne prêtait à personne. Il ne me laissait pas la conduire et il laissait encore moins David s'en approcher. Après sa disparition, on a vu passer des photos de David sur la moto. Et ça a fait tiquer beaucoup de gens. On a aussi appris que des amis de Jake Millison sont passés près du ranch et ils ont vu 2 personnes devant l'aire de brûlage du ranch. Ils ont remarqué qu'il brûlait un matelas. L'enquêteur est allé dans le pavillon où Jake dormait. Mais tout était en désordre. Tout y était entassé. Mais quand il est monté à l'étage, la chambre était très propre. Quelqu'un y avait fait le ménage et avait installé un matelas tout neuf. David et Stephanie Jackson s'étaient visiblement installés dans le pavillon comme s'ils savaient que Jake ne reviendrait pas. Le ranch valait beaucoup d'argent. On s'est demandé si toute cette affaire ne reposait pas sur une question financière. En 2016, on s'est dit qu'on avait des raisons valables pour demander un mandat de perquisition du ranch, mais on a dû attendre parce qu'il était tombé beaucoup de neige cette année-là. Le lundi 17 juillet, je crois, à 6h50 du matin, j'ai eu l'impression d'entendre débarquer une armée. C'était une grosse descente. Il y avait une 60aine de personnes de plusieurs départements. On a frappé à la porte. Sortez les mains en l'air. Il y avait 5 ou 6 policiers qui pointaient leurs armes sur moi. Ils avaient déjà fait sortir David et Stephanie, et je me souviens avoir vu beaucoup de gens, partout.
Quand je suis passé devant le porche, j'ai vu Deborah assise en train de parler aux policiers. C'est là que Deborah Rudibo nous a dit qu'elle avait tué Jake. Notre groupe attendait à une intersection près du ranch. Un des agents du bureau du shérif est revenu pour nous dire que Deborah venait d'avouer. Il n'arrêtait pas de me menacer. Alors j'ai pris une arme et je lui ai tiré dans la tête. Vous n'avez tiré qu'une fois? Oui. J'ai tiré pour me protéger pendant qu'il dormait. Parce que j'avais peur de ce qu'il arriverait quand il se réveillerait. Ce n'était pas vraiment de la légitime défense. On a été très choqués qu'elle ait dit ça. Alors on a décidé de continuer à perquisitionner. Si on continue la perquisition et qu'on tombe sur sa dépouille, Vous la trouverez. ce serait mieux pour vous que vous nous aidiez. C'est pour ça que j'aimerais que vous nous disiez où il est. Deborah Rudibo a montré à l'équipe l'endroit où elle prétendait avoir enterré Jake. Dites-moi où. Ça devrait être dans cette zone. Je n'aime pas trop qu'il roule sur mes bottes de foin. Vous l'avez mis où dans la fosse à purin? Juste là où il y a la planche. Ouais. Je l'ai enterré derrière ça. Ouais. C'est là qu'on a commencé à creuser. J'espère qu'ils savent différencier les os d'agneau de ceux des humains. Sinon, ils vont trouver des tibias en trop. Ils ont creusé un trou profond d'au moins 2,50 m. On a trouvé un tonneau avec des têtes de moutons ou de chèvres. Et après avoir trouvé le tonneau, on a trouvé la bâche dans laquelle il avait été enveloppé. Quand on a vu la dépouille apparaître, ça a été très choquant. On aurait dit qu'il avait été jeté là-dedans. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'avais jamais vu une chose pareille. On ne comprend pas comment on peut faire ça. Surtout un membre de sa famille, un fils. Il fallait qu'on découvre pourquoi elle avait fait ça. Tous ceux qui séjournaient dans la vallée de Quartz Creek savaient qui était Deborah Rudibo. Évitez de la croiser. Écartez-vous de son chemin. Ne vous la mettez pas à dos. Un de mes voisins lui avait demandé l'autorisation de traverser son ranch pour chasser. Deborah a failli lui faire sauter la cervelle. Elle l'a reçu avec un fusil. Que faites-vous sur mes terres? Dégagez vite fait. D'accord, on s'en va. Elle avait un côté sombre, antipathique. Elle vivait recluse. Elle ne s'intéressait qu'à ses affaires. Quand Deborah a divorcé de son premier mari, Ray, elle a été infernale. Tout ce qu'elle voulait, elle le prenait. Elle a voulu que ses enfants fréquentent la même école pour qu'elle garde la maison et reste dans le même secteur. Et tout juste 3 mois après le transfert de propriété, elle a mis la maison en vente. Deborah était une sorte de sociopathe. Elle n'était pas capable de se mettre à la place des gens. Cette petite femme âgée qui pesait 45 kilos faisait peur. C'était une vraie femme du Far West. Les relations qu'entretenait Jake avec sa mère n'ont jamais été bonnes, ni saines. Quand Stephanie et David sont partis à Denver, Deborah est restée seule au ranch avec Jake.
Le ranch est devenu une décharge. Elle réceptionnait un tas de choses, les entassait, et elle les laissait là. Quand je suis arrivé au ranch, j'ai vu qu'il y avait bien plus de travail que je ne l'imaginais. Il y avait des détritus et des déchets partout. Du matériel cassé. Les bâtiments étaient tellement délabrés que certains s'écroulaient. Jake se disait qu'il ne pouvait pas partir à ce moment-là. Il n'était pas du genre à laisser tomber sa famille. Donc même s'il détestait ça, il se sentait obligé de rester pour mettre la main à la pâte. Deborah était vraiment irascible. Si on ne faisait pas les choses à sa façon, dégage. Ça n'allait jamais. Jake n'en faisait jamais assez d'après Deborah. Ils se disputaient tout le temps. Ils n'étaient jamais d'accord. Elle le payait à contre-cœur pour le travail qu'il fournissait. C'était 3 fois rien pour aller dîner avec ses amis. Et ça mettait Deborah en rogne. Jake Millison parlait régulièrement avec sa mère de vendre le ranch. Je pense qu'il essayait de la convaincre de le faire. Et c'était une bonne idée en soi. Elle prenait de l'âge. Et ce n'était pas une vie facile. Je pense qu'elle tenait beaucoup au ranch, surtout après la mort de Rudy. Deborah ne voulait pas le vendre. Elle voulait le conserver. Je crois que Jake avait essayé de vendre le ranch à un voisin pour près d'$1 million. Deborah se serait confrontée à Jake. Elle lui aurait dit « J'ai appris que tu voulais vendre des parcelles du ranch. » Beaucoup de gens ont dit « Comment une mère peut tuer son propre fils ?» Mais quand pour vous, la loyauté et l'héritage passent avant tout et que votre fils trahit la famille, je pense que Deborah ne considérait plus Jake comme son fils. Plusieurs armes ont été saisies, dont un Smith & Wesson Lady Smith. On a déterminé que c'était l'arme du crime. On avait tiré une balle et on a trouvé l'ADN de Deborah dessus. Puis, on a découvert que ce n'était pas tout. Deborah avait décidé de porter le chapeau parce qu'elle savait qu'elle était en phase terminale. Parlez-moi de votre cancer. Eh bien, mon cancer a récidivé. C'est un cancer du sein au stade 4 qui s'est propagé à d'autres parties du corps. Deborah a appris qu'elle avait un cancer en phase terminale juste après la disparition de Jake. Quand la police l'a appris, elle a changé d'approche. On s'est dit qu'elle voulait prendre la responsabilité de la mort de son fils parce qu'elle savait qu'elle allait bientôt décéder des suites de son cancer. Avant la disparition de Jake, Deborah s'était fait opérer de la vésicule biliaire et elle ne pouvait même pas soulever 1 litre de lait. Alors comment une personne qui ne pouvait pas soulever 1 litre de lait aurait pu traîner un corps de 100 kilos sur 8 mètres, descendre un escalier et le traîner sur environ 15 mètres jusqu'à la porte? C'est pas possible. La police a vu l'état dans lequel se trouvait Deborah. Elle était mourante.
Et elle s'est dit qu'elle n'aurait jamais pu agir seule. Stephanie et David étaient suspects dès le début. On ne savait simplement pas à quel point ils étaient impliqués. Même si je n'étais pas encore arrivé au ranch quand Jake a disparu, j'ai bien senti, lors de mon premier interrogatoire, que j'étais suspecté au même titre que les autres. Au début, j'ai dit « Je ne veux pas parler de mes amis ». Le policier m'a dit « Il s'agit d'un homicide volontaire et vous serez mis en examen comme eux ». Je leur ai parlé du jour où les ossements ont été déterrés. J'ai compris que si je voulais m'en sortir, je devais aider la police. Alors je suis devenu leur informateur. Si j'entendais quelque chose, je devais les informer. Un jour, David et Stephanie se sont disputés. Elle croyait que David et un ami à elle lui mentaient. Et elle lui a dit qu'elle allait le tuer. J'en ai fait part à l'enquêteur. J'ai dit « Je crois qu'elle va passer à l'action ». Et il a dit « Moi aussi ». Et quelques jours plus tard, ils les ont arrêtés. Rangez-vous et arrêtez la voiture! Ouvrez la portière de la main gauche et mettez les mains en l'air! Ce soir, une femme de Gunnison a été inculpée pour le meurtre de son frère âgé de 29 ans. Stephanie Jackson, 33 ans, a comparu pour homicide volontaire et autres chefs d'inculpation. La voiture s'est rabattue à droite. Ouvrez la portière! Descendez les mains en l'air et avancez vers moi! Une autre arrestation a eu lieu pour le meurtre d'un homme de 29 ans à Gunnison. Je présume que vous m'arrêtez. Oui. On vous arrête suite à un mandat pour meurtre. Sa mère, Deborah Rudibo, âgée de 68 ans, a aussi été mise en examen pour meurtre. Deborah Rudibo a été arrêtée, Stephanie Jackson a été arrêtée et David Jackson a été arrêté. Stephanie et David Jackson ont été interrogés. On pensait qu'elle en savait plus que ce qu'elle nous disait et que son mari n'en savait pas la moitié. Est-ce que vous saviez où se trouvait Jake? Je n'en savais rien. Vous pensez que votre mère a quelque chose à voir avec la disparition de Jake? J'espère que non, mais bon. Et vous soutenez que vous ne saviez rien? Non, je pense pas. Elle ne vous a jamais rien dit? Non. Mais on savait qu'au début de 2017, on avait découvert des restes dans une fosse à purin et qu'ils avaient été déplacés ailleurs. Vous avez vu le corps et vous en étiez conscient? J'ai vu que c'était un corps, mais pas distinctement. Non, arrêtez. Ça ressemblait à un animal. J'espérais que c'était le cadavre d'un animal qui avait été tué illégalement. Il aurait mieux valu appeler le bureau du shérif pour signaler que vous aviez vu quelque chose dans la fosse à purin. J'aurais mieux fait. Vous espériez qu'il ne s'agissait pas de Jake, mais c'était lui. Stephanie le savait, sa mère aussi. Il restait à savoir, le voilà, qu'est-ce qu'on fait? Mais tout le monde a dit qu'il resterait là et que vous ne diriez rien à personne. C'est ça. David Jackson a été le premier à incriminer Stephanie et à lui faire porter le chapeau. Il l'a balancé. Où était votre femme la nuit où il a été tué? J'en sais rien. J'avoue que je n'en ai aucun souvenir. Elle était au courant? C'est parce qu'elle ne s'entendait pas avec Jake? Je sais juste qu'elle voulait faire des randonnées équestres. Elle aime ça. Je m'emporte parce que j'ai l'impression d'avoir été exploité. On vous exploite au ranch?
Ouais, Et Stéphanie ne voulait pas qu'il reste? je crois pas. Vous ne nous dites pas tout, Stéphanie. Votre version et celle de David ne correspondent pas. Il faut qu'on clarifie ça. Je n'ai pas tué Jake. C'est pas vrai. Il n'y a aucun doute. On sait que vous avez des choses à nous dire. Le moment est venu, Stéphanie. Stéphanie est restée sur ses positions et elle a dit qu'elle n'avait rien à voir avec la disparition et le meurtre de Jake. Elle a dit que le jour où ils ont déterré les restes, elle croyait que c'était ceux d'un ours. L'une des incohérences dans les déclarations de Stéphanie a été de dire qu'elle était à Denver le 16 quand Jake a disparu, alors que d'après ses relevés téléphoniques, elle était à Gunnison. Pendant ce temps, Deborah Rudibo déclarait qu'elle avait tué Jake toute seule. Deborah, vous essayez de la protéger? Non, elle n'était pas au courant. Elle n'a pas déplacé le corps. Je l'ai fait toute seule. Elle ne l'a pas tué. Plus tard, Deborah a déclaré qu'au cours d'une conversation, Stéphanie avait dit d'une manière nonchalante « Il finira par partir dans un sac mortuaire ». Est-ce qu'elle vous incitait à vous débarrasser de Jake? Oui. Enfin, elle m'incitait à me débarrasser des restes qu'il y avait. J'étais au bout du rouleau et j'essayais de le faire partir. Est-ce qu'elle vous a dit qu'il ne partirait qu'une fois mort? Elle a peut-être dit ça, oui. Je pense que ce qui a motivé le meurtre de Jake, c'est le testament et l'héritage à la mort de Deborah. C'est un terrain d'élevage de bétail. Il avait un gros potentiel. Ma sœur était très incohérente. Elle a rédigé beaucoup de testaments et à chaque fois, elle changeait d'avis. Elle en a fait 9. 3 ou 4 semaines avant la mort de Jake, Deborah a changé son testament pour le déshériter. La seule fois où j'ai tout légué à Stéphanie, c'était juste avant mon opération. Et Stéphanie était prête à garder le ranch en activité? Oui. Jake attendait que je meure pour le vendre et empocher tout l'argent. Je pense que Jake a appris qu'elle avait changé son testament et qu'il a essayé de la faire changer d'avis, ce qui a déclenché la suite des événements. Sans Jake, il n'y avait aucun doute en ce qui concernait le bénéficiaire de l'héritage. Le bureau du shérif a recueilli un maximum de preuves pour clôturer l'enquête. Deborah a plaidé pour homicide involontaire. Elle a été condamnée à 40 ans de prison. Stéphanie et David Jackson ont avoué avoir manipulé les restes humains. Stéphanie a écopé d'une peine de 24 ans. David a écopé d'une peine de 10 ans. Ils ont dû minimiser les accusations. Ils n'ont pas pu prouver que Stéphanie avait tiré. La justice a été rendue en partie. J'aurais aimé que Stéphanie ait été condamnée pour le meurtre de Jake. Quant à leur peine, elle n'est pas assez longue, mais c'est le maximum dont ils pouvaient écoper. Deborah était en phase terminale. Elle n'avait plus longtemps à vivre. Elle n'a même pas purgé 1 an de sa peine. Elle est morte en prison moins d'1 an après sa condamnation. Elle était vraiment en fin de vie.
Elle le savait, et Stéphanie aussi. Même si ma sœur a dit « je l'ai tué », j'ai toujours un doute. Laquelle des deux a vraiment fait le sale boulot? Je ne sais pas si on le saura un jour. Je suis persuadé que Stéphanie manipulait tout le monde. Je pense que Stéphanie a inventé quelque chose qui a poussé Deborah à franchir le pas et à tirer sur Jake pendant qu'il dormait. Stéphanie savait que si Deborah était accusée et mourait, la police la laisserait tranquille. Elle se fichait de sa mère. Elle se fichait de tout le monde. L'idée que Stéphanie manipulait sa mère est insensée. Sa mère faisait ce qu'elle avait envie de faire. Elle faisait ce qu'elle voulait. Stéphanie et David dormaient la porte fermée parce qu'ils avaient peur d'elle. Je pense que si ma sœur avait laissé Jake vivre sa vie, il serait encore parmi nous. Le pire dans le meurtre de Jake, c'est qu'il était sur le point de se libérer de la vie qu'il menait, parce qu'elle ne lui convenait pas. Il aurait pu accomplir de belles choses. Je veux me souvenir de Jake comme l'enfant qui s'intéressait aux voitures comme moi. Il était fier le jour où il m'a emmené dans sa petite voiture de sport. Ça m'a plu, il m'a laissé la conduire. Il avait envie d'aller plus loin, mais il a été coupé dans son élan. Deborah a fait beaucoup de mal. La seule chose qu'elle ne voulait pas qu'il arrive a fini par arriver. Le ranch a été vendu. Il n'appartient plus à la famille. Elle a détruit toute la famille. Elle aurait aussi bien pu tuer ses 2 enfants. Jake a touché beaucoup de gens, sans qu'il le sache. Beaucoup de monde tenait à lui. Je ne sais pas s'il s'en rendait compte quand il était vivant, mais j'espère qu'il le sait maintenant.